Rebonjour et re-bienvenue à cette introduction à la modélisation 3D. Donc, je m'appelle Robert ou Robic Farence, et ça dépend du milieu, donc vous me verrez seulement sur l'un de ces deux noms. Alors moi, à la base, je viens du milieu du jeu vidéo, donc je suis étudiant en game design, mais parmi mes hobbies se trouve la modélisation 3D, le sound design et plein d'autres choses. Donc ça, c'est le genre de travaux que je réalise donc, en modélisation 3D. Je suis principalement sur les objets. Et en ce moment, je travaille sur la reconstruction en VR de la Galerie des Glaces de Versailles. Donc voilà, ça c'était pour parler de moi. Donc pour ce workshop, comment on va s'organiser. À la place, au début, je voulais faire une partie présentation et une partie workshop, mais ça m'ennuie un peu, alors finalement, on va un peu entremêler les deux, comme ça on va s'amuser tout le long de la soirée. Alors, d'abord, on va faire un petit rappel rapide de tous les cas d'utilisation de la 3D, pour voir à quel point c'est utile. Donc déjà, vous le savez, en cinéma d'animation. Donc là, j'ai pris comme exemple Sintel et Tears of Steel, qui sont deux films réalisés par la Blender Foundation. Parce que Blender, c'est un outil open source, et pour vérifier s'il est apte à être utilisé en conditions réelles, ils réalisent eux-mêmes des films avec leur outil pour le pousser. Alors, il est aussi utilisé en architecture pour faire de la visite d'appartements ou les visualisations Ikea. En fait, 75% de ce que vous voyez dans les catalogues, c'est du rendu fait par ordinateur. Donc, et la plupart d'entre eux sont faits sur des moteurs de jeu, justement. Parce qu'avec les moteurs de jeu, on peut se balader et commencer à avoir un petit aperçu de ce que ça donne. Donc là, j'ai par exemple une petite vidéo de... Est-ce qu'on le voit? Avec la petite musique un peu techno là. Donc ça a été rendu sous Unreal Engine. Donc ça tourne comme dit en temps réel. Donc je reviendrai sur le temps réel précalculé plus tard. Donc ouais, voilà. Donc ça c'est l'une des choses que permet la modélisation 3D. Donc à part ça, on peut aussi faire de l'impression en 3D, donc basiquement ce qu'on va modéliser dans nos programmes va ensuite être redécoupé par d'autres softwares pour ensuite passer sur les imprimantes 3D. Bon, il y a un Fab Lab dans le coin il me semble, donc ceux qui sont familiers voient tout à fait de quoi je parle. Donc dans le milieu des FX, où on va mélanger un peu des images du réel et des rendus que l'on aura obtenus justement en 3D. Donc je reviendrai sur la technique de fumée un peu plus tard. En réalité virtuelle. Donc ça c'est la petite scène qu'on peut voir avec le HTC Vive. Ou encore pour la sauvegarde du patrimoine. Donc ça c'est partons d'Athènes et c'est reconstitué grâce à la photogrammétrie. Donc la photogrammétrie c'est une technologie qui permet de reconstruire en 3D un modèle de la vraie vie en prenant des photos sous suffisamment d'angles pour que le logiciel puisse savoir ah ok ce point-là il se passe tel ou tel endroit. Et bien sûr, le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, les jeux vidéo. Alors il y a plusieurs façons de faire de l'imagerie numérique, enfin en 3D. Donc la méthode la plus répandue aujourd'hui, c'est la modélisation polygonale, donc, ou vectorielle, où on a différents points reliés par des lignes qui ensemble vont former des faces. Donc ça c'est ce qui est le plus répandu aujourd'hui. Alors, fut un temps, enfin je dis fut un temps, certaines personnes s'y replongent, mais on avait essayé le voxel, c'est comme le pixel mais en 3 dimensions. Donc je ne sais pas si vous connaissez la différence entre le vectoriel et le matriciel. Donc le matriciel, basiquement, c'est les pixels de votre écran, c'est une grille, c'est un tableau avec des pixels de couleur. Et le matriciel, donc on avait des écrans matriciels, donc sur certaines vieilles consoles où ça n'affichait que des lignes. Ouais, voilà, exactement. Vectrex. Donc le principe du voxel, c'est que ça fait un pixel mais en 3D. Donc les polygones qu'on a vus avant, c'est la version un peu vectorielle en fait de la modélisation. Et donc là, on peut voir aussi que le voxel, il avait la possibilité d'être taillé dans les angles. C'est ce qu'on appelle faire des marching cubes en fait, ce qui permet d'avoir des résultats assez beaux sans avoir à le texturer. Donc là, il y a ce jeu là que j'ai mis en haut à droite, je crois qu'il vient de Planète au cube.
C'est un jeu dont l'esthétique est entièrement basée sur le voxel et les marching cubes, mais ça rend pas trop mal. Alors, en ce moment, il y a certaines recherches qui sont faites pour la simulation des fluides. Donc, on va en fait utiliser des tas de billes qui vont avoir des propriétés d'adhérence ou de transparence, et ensemble, on va les mêler en fait pour donner un rendu d'eau. Donc, la petite vidéo. Donc, ça, c'est un... Ah! Pourquoi tu me fais ça? Donc ça, c'est basiquement encore des recherches, c'est très peu utilisé. Donc aujourd'hui, pour tout ce qui est rendu d'eau, que ce soit en cinéma d'animation ou en jeu vidéo, on triche beaucoup. Internet! Bon, bah il veut pas. Ouais, voilà. Voilà. Bon, bah il veut pas, tant pis, c'est pas grave. Donc on a un autre type de forme en 3D qui sont les NURBS. C'est un nom assez barbare, donc j'ai pas... C'est Non-Uniform Rational Basic Spline, quelque chose comme ça. Bon, en clair, c'est les courbes vectorielles, mais en 3D. Où l'on va... Enfin, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la notion de courbe de Bézier. Ouais. Donc on va utiliser ça surtout en automobile ou tout ce qui est ingénierie et tout ça. Mais parfois, dans la technique de rendu polygonal, on va se baser sur des splines, donc sur des courbes que l'on va convertir ensuite en polygones, qu'on va pouvoir intégrer ensuite dans le moteur de jeu. Donc dès qu'on veut faire en fait quelque chose qui est fin ou élancé, on va faire appel à des courbes. Donc la base de la mesure polygonale. Donc en 3D, on manipule des points dans l'espace. Chaque point, donc c'est une coordonnée, donc x, y, z. Lui-même est relié par des edges, donc des lignes. Donc les vertices, donc les points sont reliés entre eux par des edges. Et une fois que nous avons 3 edges, nous pouvons constituer une face. Et à partir des faces, nous pouvons réaliser des polygones. Et avec ces polygones, on va commencer à sculpter et fabriquer des surfaces. Donc, au tout début, en 72, donc, enfin, au tout début de l'imagerie numérique, on mettait tous les points à la main, coordonnée par coordonnée. Donc c'était plutôt long. Donc ça c'est A Model Was Made of a Real Hand de Ed Catmull et Fred Park. Donc aujourd'hui à Pixar, me semble-t-il. Donc qui avait réalisé une animation de main. Donc là vous avez la source. Où ils avaient retapé à la main toutes les nouvelles coordonnées de chaque vertex qu'il a constitué. Donc imaginez-vous refaire ça pendant une semaine juste pour bouger une main. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, nous avons plein de façons différentes, plein de nouveaux algorithmes qui nous permettent justement de modifier rapidement nos géométries pour basiquement que la modélisation 3D ne soit pas juste réservée à quelques ingénieurs. Donc là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, donc je vous avais dit qu'il y avait une différence entre le précalculé et le temps réel. Donc le précalculé, c'est tout ce qui est cinéma d'animation, en fait tout ce qui est calculé à l'avance, et le temps réel, c'est tout ce qui doit être rendu des tonnes de fois par seconde. En fait, on dit précalque parce que quand on calcule une image, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Blender, quand on fait faire un rendu, donc là, quand on appuie sur la sphère et qu'on va dans Rendered, il a un petit temps de chargement pour le faire. En fait, là, je vais passer en cycle et on le verra encore mieux. Ok, bam. Donc il a un petit temps de chargement là, il charge. Donc il est en train de calculer l'image. Donc il a mis plusieurs secondes à la calculer. Donc ça, c'est la technique cinéma d'animation. On va, pour chaque image donc du film, sachant qu'il y a 24 images par seconde pour chaque film, on va passer parfois des heures. Donc ça, dans un jeu vidéo, c'est pas très pratique. Il nous faut 60 images par seconde et non pas une image toutes les heures. Donc dans le jeu vidéo, on a un peu triché pour pouvoir simuler le relief. On a utilisé ce qu'on appelle des normal maps. Donc en fait, vous avez vu, plus on augmente le niveau de subdivision, plus on peut rajouter des détails, car on peut jouer avec les polygones et tout ça. Mais au bout d'un moment, on a une limite. Donc là, je vais vous montrer
rapidement comment marche. Hop. Donc là, j'ai un plan. Donc ce plan, il a 2 polygones, 2 triangles. Donc il n'a aucun détail. Et pourtant, je vais essayer de lui simuler des détails grâce à la texture. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise beaucoup dans le jeu vidéo. On utilise ce qu'on appelle normal map, c'est ces espèces d'images un peu violettes, mauves, tout ça, vous en avez sûrement déjà vu, ou pas. En fait, chaque couleur désigne un axe. Donc vous avez vu quand vous étiez en train de manipuler les choses, que le Z il était bleu, que l'Y il était vert, et que le rouge était, et que le X était rouge. Donc dans cette image, c'est pareil, et en fait, cette image, lorsqu'un rayon de lumière va venir taper un pixel de cette texture, donc cette image va le renvoyer comme si c'était un relief. Donc ça permet de rajouter du détail. Donc quand on regarde du dessus, 2 polygones, il y a 2 triangles là-dessus. Et on voit déjà des reflets assez sympatoches. Mais, ouais. Là c'est pas qu'une image, en fait, on a quand même des reliefs. Non, non, là c'est plat. Mais non, mais c'est une image, mais je veux dire. Ouais. Comme si c'était vraiment en relief. C'est ça. C'est le but de la normal map. Okay. C'est de simuler l'effet de relief. Ouais. C'est comme un trompe-l'œil mobile sans texture. C'est ça, c'est un trompe-l'œil. Donc là, j'avais d'autres bonnes textures. Donc par exemple, je pourrais très bien mettre des briques. Donc là, avec les briques, on aura déjà des petits effets de lumière sympas. Donc actuellement, depuis la PS3, il me semble, on utilise ce qui s'appelle le PBR, donc Physically Based Rendering, où en fait on va simuler les effets physiques de la lumière grâce à différentes textures. Donc là j'ai mis la normal map, je vais rajouter la gloss map, qui est en fait une image en noir et blanc qui va décrire en fait où est-ce que les reflets doivent passer. Donc là la gloss, je vais la mettre dans son canal de gloss. Et là, on voit pas très... sur mon PC, on voit la différence, mais ici, on la voit pas. En fait, ça donne les informations de où est-ce que ça doit se refléter. Ensuite, on a l'albédo. L'albédo, c'est la couleur, c'est ce avec quoi vous avez joué tout à l'heure. L'albédo, il est pas sous l'albédo, il est là. Albédo. À ça, on a souvent une spéculaire. Donc la spéculaire, c'est... Donc la gloss, c'est pour dire où est-ce que les reflets peuvent se produire. La spéculaire, elle va décrire quelle est l'intensité et où elle doit se trouver. Donc laissez-moi juste la retrouver. Yep. Hop. On commence à avoir un matériau assez réaliste. Et maintenant, on va s'amuser avec le displacement. Donc le displacement, ça permet de faire des choses magnifiques. De simuler le relief avec la texture et non pas avec la modélisation. Voilà. Donc il y a un truc qui est en train de naître, qui n'est pas encore trop utilisé, ça s'appelle le parallaxe. C'est à peu près la même chose que le displacement. Où en fait, on va pouvoir dire comme s'il y avait du relief. Quelle est la différence entre le displacement et le parallaxe? Alors le parallaxe, en fait, sans le displacement, on va avoir l'impression qu'il va creuser les choses. Là, c'est sans. En fait, il va creuser la texture dans l'espace de coordonnées de la caméra. Mais bon, si on regarde de côté, Mais là, il ajoute pas de géométrie. Non, il n'y a pas de géométrie en plus. Là, c'est que de l'illusion par la texture. Et donc, il y a d'autres exemples qui peuvent être plus explicites. Ils ont un très beau matériau, celui des cailloux. Hop, celui-là. Et voilà, là il n'y a pas de modé, c'est que de la texture. Et le matériau, c'est le... Et ça, justement, pardon ? Le matériau, c'est toutes les images ensemble. Et le matériau, en fait, comme j'ai dit, c'est une espèce de bloc de données dans lequel on va rassembler toutes les informations de ce que doit renvoyer à l'écran notre objet 3D. Donc ça contient tout ce qui est texture, tout ce qui est paramètres, tout ce qui est tessellation. Donc là, on a vu qu'il y a de la géométrie,
mais c'est pas de la vraie géométrie. En fait, c'est la géométrie qu'on vient rajouter, mais qu'au niveau du rendu. En fait, si vous voulez, pendant que vous étiez en train de modéliser, donc vous rajoutiez des polygones, tout ça c'est des calculs que vous allez envoyer au CPU. Ouais, voilà. Et potentiellement, lui, plus il a de polygones, moins il aime ça. Par contre, au niveau du GPU, donc là on fait tous les calculs graphiques, vu qu'on va utiliser tout plein de petits processeurs, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, on peut faire des tas de calculs en parallèle, et donc utiliser de la tessellation comme ça pour ajouter du détail ne pose plus gros problème. Bon, on va éviter de trop en abuser parce qu'au bout d'un moment, ça va quand même finir par faire ramer l'ordi. Ouais non, le mien il est bien donc ça va. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser... Alors là, il y a pour l'instant, justement avec Blender, on ne peut pas encore. En fait, avec Blender, pour l'instant, on peut faire ce qui s'appelle le bake. Donc le bake, en fait, c'est-à-dire que là, vous avez vu que j'avais une image de normal map, c'est un checker de 3 couleurs. Et en fait, ça, je vais pouvoir le récupérer sur un asset donc, que j'ai créé sur Blender. Donc par exemple, je vais vous ouvrir un autre fichier que j'ai fait sur Blender pour le coup. Donc Open Recent. Hop. Charge, ça charge. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une sculpture que j'ai fait sur à moitié sur ZBrush, à moitié sur Blender. Et ça en fait, là vous voyez un œil, en fait il n'y en a pas. Parce que lui je l'ai rajouté à la normal map. Et donc ça en fait, quand j'ai modélisé sur Blender, j'avais 2 modèles de dragon. J'en avais un qui avait énormément de détails, donc qui avait l'œil et plein de petites crevasses. Et j'en avais un petit deuxième qui était beaucoup simplifié, qui c'est le modèle qu'on voit par-dessus, qui est la version low poly comme on dit. Et donc je les ai superposés. Et le modèle low poly, en fait, photographiait depuis chaque face tous les détails qui se trouvaient en dessous de lui et les a stockés dans une image qu'on appelle la normal map. Donc si je fouille bien, je peux vous la retrouver rapidement. Bureau. Blog. Alors, non, c'est pas là. Bon, j'arriverai pas à la retrouver. Bon, tant pis, j'arriverai pas à la retrouver. Donc ça, basiquement, ce genre de résultat, on peut l'obtenir en 3D sur Blender en le modélisant. Et ensuite, avec un objet plat, comme on a vu avant avec le plane, donc le petit truc avec 2 polygones, on peut photographier tous les détails qui est en dessous et ensuite les reproduire sur un modèle basse résolution. Donc ça, c'est la technique pour faire énormément de détails sur des objets qui n'ont pas beaucoup de détails. Donc pour les calculs, c'est très bon. Donc ça, vous voyez, d'ailleurs, ça, le manche, vous voyez, donc là, il y a plein de choses qui s'entrelacent et tout ça. Mais en vrai, il n'y a pas de polygone dessus, c'est tout plat. Tout ça, je l'ai rajouté grâce au bake, justement. Donc voilà, ça, on fait ça en Physically Based Rendering. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Ouais. Entre la modélisation et les rendus finaux, donc on a une phase de retopologie. Donc on a un modèle très haute résolution, donc celui qui a basiquement l'œil et tout. Donc ça, vous imaginez le nombre de polygones qu'il faut pour arriver à un résultat hyper plat comme ça. Et par-dessus, je fais la retopologie, c'est-à-dire que je l'ai redessiné vertex par vertex pour lui dire, ok, la forme low poly ressemblera à ça. Et donc oui, quand on dit qu'on optimise, donc la première étape de l'optimisation, c'est de faire ça. Ensuite, les autres étapes, ça va être tous les objets similaires, on va les batcher, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait du rendu temps réel en jeu vidéo. Alors, il me semble que même en dehors du jeu vidéo, on commence à utiliser tout ce qui est normal map et tout ça. Justement pour une question d'optimisation. Par exemple, DeLorean. Yep. Là, ici, cet extincteur, par exemple, il n'est pas encore optimisé. Donc, il y a plein de vertex qui ne servent qu'à rajouter des petits détails qui ne servent pas à grand-chose. Comme par exemple toutes les courbures là,
toutes ces courbures là, c'est pas de la normal map, c'est vraiment c'est de la vraie géométrie. Et donc, pour optimiser ça, même si au final, je m'en servirai pas dans un jeu vidéo, je peux vouloir l'optimiser pour avoir un rendu plus rapide. Car ensuite, tout ce qui est rendu là, que je viens de faire sur le logiciel Excel Marmoset, il peut exporter des HTML qu'on peut ouvrir pour pouvoir voilà, visualiser. Attendez un instant. Yep. Hop. Donc on peut en faire un HTML pour pouvoir visualiser notre modèle 3D et pouvoir l'envoyer à d'autres personnes, comme ça même si elles n'ont pas les fichiers, elles peuvent l'ouvrir. Par contre, je peux le faire que parce que c'est pas gourmand. Alors que mon extincteur, je ne peux pas basiquement le mettre sur un site web parce qu'il est trop lourd. Donc j'ai besoin de l'optimiser, même s'il ne sert qu'à être regardé, même pas en temps réel. Donc oui, même en cinéma animation, on utilise Normal Map. En fait, le Normal Map, on s'en sert pour faire l'optimisation, mais on s'en sert aussi pour rajouter du détail. Par exemple, si vous allez sur Internet et vous tapez genre Normal Map Skin, et là j'étais sur un clavier en anglais, vous pouvez genre avoir des Normal Maps préfaites de la peau, de visage, et que vous n'aurez pas à faire vous-même. Vous aurez juste à l'appliquer sur un modèle d'être humain que vous aurez modélisé. Et comme ça, vous rajouterez, comme je vous ai montré ici, plein de détails sans avoir à les modéliser. Sinon, si vous voulez vous pencher un peu plus sur la 3D, je vous recommande ces 3 chaînes. Donc Blender Guru, qui est une grosse chaîne qui fait beaucoup de tutoriels. En fait, il ne fait même pas des tutoriels que sur la 3D, il en fait sur l'harmonie des couleurs, sur la façon dont il pense une scène. Donc c'est vraiment des tutoriaux généraux sur le graphisme, et c'est très cool. Cyanide 4 Pro, c'est aussi un youtubeur qui fait beaucoup de tutoriels sur la modélisation et beaucoup sur le PBR. Donc si ça vous intéresse, tout ce qui est Normal Map qu'on vient de voir, vous pouvez aller sur sa chaîne, il en fait beaucoup. Sinon, il y a la chaîne de Post-Process qui, elle, ne parle pas spécialement de 3D, mais qui parle de tout ce qui est la technique dans le jeu vidéo, comment est-ce que ça marche. Donc il va parler des ragdoll, de la physique, du visual scripting, de la modélisation, de l'animation. Donc je crois qu'ils ont une 40aine d'épisodes, quelque chose comme ça. Et c'est super clair, super bien vulgarisé, je recommande cette chaîne à n'importe qui. Et sinon, vous avez le petit dernier lien, c'est au cas où vous voulez faire de l'animation sur le personnage, sur Blender. Voilà, vous pourrez aller voir ça, Digital Tutors, c'est pas mal. Voilà, ce sera tout pour moi. Des questions ? Alors Blender, je conseille déjà parce qu'il est gratuit. Vraiment, c'est open source. Ensuite, en général, enfin, pour mon expérience personnelle, j'ai plus eu de facilité à faire la transition de Blender à un autre logiciel que d'un autre logiciel vers Blender. Parce que du fait, enfin, dans les autres programmes, on est beaucoup moins dans le raccourci. Bon, on peut les paramétrer, mais on est beaucoup moins là-dedans. Et j'aurais plein de choses toutes connes, comme le fait de pouvoir déplacer un objet juste en appuyant sur un seul bouton. Juste en appuyant sur G, je peux tout déplacer. Ça, par exemple, en 3ds Max, on ne peut pas le faire. On est obligé de cliquer sur les flèches individuellement, et moi, je trouve ça très pénible. Donc, c'est plein de petits conforts. Mais ensuite, si on choisit un logiciel 3D plutôt qu'un autre, c'est purement une question de confort. Parce qu'au final, par exemple, si il y a quelqu'un qui va aller chez Pixar, ils utilisent leur propre logiciel. Et donc, peu importe en fait ce que tu utilisais avant, bah, tu auras une semaine de formation et voilà. Ce qui est important, c'est vraiment les rudiments de la 3D, c'est comprendre comment est-ce qu'on pense à un modèle. Et après, on peut s'adapter. Alors, ouais, j'en ai fait pas mal sur Unity. C'est basiquement... cette scène-là, c'est Unity. Tu as fait la scène dans Unity, mais les modèles individuels sont... Alors ouais, les modèles individuels sont d'ailleurs, sauf les statues. Ça, les statues sont prises par photogrammétrie. Donc je suis allé à Versailles et j'ai pris des photos des statues sous plusieurs angles et je les ai reconstruites par 3D, donc dans un nuage de points. Et ensuite, la photogrammétrie, en fait, c'est de créer vraiment un mesh 3D que j'ai importé dans Blender, sur lequel j'ai fait la retopologie après. Enfin, en vrai, je suis passé par ZBrush, mais bon, c'est le principe que j'expliquais avant avec les normal maps. Ensuite, quand on veut importer des fichiers avec des animations, on exporte souvent en FBX, qui est le format de prédiction de Autodesk.
Donc ça, c'est ce que prennent les moteurs de jeu. En fait, dans le format FBX, il y a tout ce qui est animation, il y a les matériaux, il y a les coordonnées d'unwrap, donc il y a le maillage, tout ça. Il y a un autre format qu'on utilise, c'est le point OBJ, mais dans OBJ, il n'y a pas les animations dedans. Mais c'est plus léger, et en général, on s'en sert pour tout ce qui est texturing. Donc en fait, on va exporter de Blender un OBJ qu'on va importer dans un programme comme Substance Painter. On va commencer à peindre les matériaux, quoi. Mais si c'est tout, on peut clore. Hein. Merci.